Vous parliez de la guerre et de la science et de la guerre. C'est vrai que la science permet de créer des outils terribles, mais je dirais que la guerre permet aussi de faire évoluer la science. Et dans mon métier, la chirurgie, les deux immenses conflits du XXe siècle, la guerre de 14 et la guerre de 40, ont modifié considérablement mon métier. Donc, on a toujours les deux faces du bien et du mal, du bénéfice et du risque, vous avez raison. Et on est dans cette problématique-là face à ce qui va arriver. Est-ce que vous savez ce que veut dire NBIC ? Qui peut lever la main en me disant ce qu'il sait? Il y a du boulot. Les NBIC, ce sont les nanotechnobiologies, ce sont les techniques de l'information et ce sont les sciences cognitives résumées et regroupées qui permettent l'évolution du monde. Et je sais que la France, dans ce cadre-là, qui est la nation des start-up, comme on dit, en matière d'informatique, et qui a 300 000 petits jeunes ingénieurs qui travaillent dans la Silicon Valley, est nulle. Nous sommes des crapauds par rapport à ce qui se passe dans le monde. On vient de dire, la Chine, les États-Unis, tout se fait du côté de l'océan Pacifique. Nous sommes à la ramasse, les vieux Européens. Nous avons un humanisme ancestral, c'est gentil, garde-le dans la poche. Les autres avancent beaucoup plus vite que nous. Et on a intérêt à s'intéresser à ces choses-là parce que le monde fonce. Quand j'étais jeune chirurgien, debout, appuyé sur la table d'opération à l'hôpital de la Pitié, ayant ouvert l'abdomen d'un malade pour lui extraire un cancer, je ne pensais pas que 12 ans après, je me retrouverais éjecté de la table d'opération, assis peinard à une console de travail, manipulant des joysticks et regardant avec de mes deux yeux, à travers une vision 3D augmentée, la prostate que j'opérais, qui est grosse comme une noix, je la voyais comme un melon. Et j'avais en plus, avec ces télémanipulateurs que je manipulais, bien sûr, l'extrême possibilité d'obtenir une laxité améliorée. Quand je tourne ma main, je ne peux pas faire plus de 180-200 degrés. Le radius et le cubitus se chevauchent. Je suis un être pâteau et lent. Et avec mes petits joysticks, le bras télémanipulé, lui, faisait 360 degrés dans un sens ou dans l'autre, 1000 fois sans hésitation, avec une précision inimaginable. J'ai hésité un moment en me disant, qu'est-ce que je vais faire face à ça? Est-ce que je vais rester le chirurgien ouvert, qu'on appellera dans les cas où la machine ne peut pas faire, en stand-by, à côté, en train de fumer ma cigarette, attendant qu'on m'appelle? Ou est-ce que je m'embarque dans cette aventure de l'innovation et de la révolution médicale? Et je n'ai pas hésité trop longtemps. Ça a quand même duré une journée avec 2-3 whisky quand même, en me posant vraiment la question, parce qu'elle était là. Vous savez, quand vous avez été formé à un métier où la tête et les mains sont là pour faire, et que tout d'un coup on vous dépossède de vos instruments, qui vous sont des instruments de chair, vous vous posez des sacrées questions. Et je pense que dans tous les domaines, c'est la même chose. Nous vivons par habitude, nous vivons sur des strates, nous vivons dans la durée, dans la longueur, dans ce que nous avons connu. Il va falloir ouvrir les yeux et nous mettre à ces nouvelles technologies. Alors, elles sont extrêmement dangereuses et elles sont extrêmement fascinantes en même temps. Et si je donnerais un exemple très simple, c'est celui de l'énergie atomique. Lorsqu'en juillet 1945, Robert Oppenheimer appuie sur le bouton dans le désert d'Alamogordo au New Mexique et fait péter la première bombe atomique jamais connue, il prend peur. Et il cite la Bhagavad Gita, où le prince Arjuna, qui est sur ses éléphants de combat, est là, prêt à engager la bataille, mais il a des membres de sa famille qui sont avec lui, et il dit à Vishnu, Vishnu, je suis inquiet parce que je risque de perdre de mes familiers, des amis, des êtres chers. Et Vishnu lui répond, Arjuna, tu sais que je suis le semeur de mort, le destructeur des mondes. Eh bien, 2 bombes ont éclaté 3 semaines et 1 mois après, Hiroshima et Nagasaki, et depuis, on n'en a jamais entendu parler, même si le petit Nord-Coréen s'excite en ce moment. Il faut bien voir que 10 ans après cette première catastrophe, Bertrand Russell lançait son appel à la dénucléarisation, et en 1967 était créé le premier traité de non-prolifération qui dure toujours. Malgré les tentations démiurgiques de certains, l'équilibre des forces est là. Et en même temps, cette énergie atomique destructrice, moi je l'utilise comme médecin pour faire des scintigraphies osseuses, pour faire des irradiations, et nous l'avons probablement ici, l'électricité doit être faite à partir des centrales que nous utilisons. Donc on voit bien qu'on est en permanence dans ce rapport de bénéfices et de risques. Alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? On peut en dire 2 mots ou pas? C'est simplement, c'est très compliqué, tout en étant très simple. C'est un système qui procède à la fois d'algorithmes et de bases de données. Un algorithme, c'est quelque chose de très simple, c'est une succession de procédures qui permettent d'aboutir à un résultat. Faire cuire un œuf, je vais vous faire l'algorithme de faire cuire un œuf. Je prends une casserole, je mets de l'eau froide, je vais chercher un œuf dans le frigo, je mets la casserole sur le gaz, j'ouvre le bouton, j'attends que l'eau bouge, je mets l'œuf 3 minutes et demie, je le ressors et il est bon. C'est ça un algorithme. Et les bases de données, c'est tout ce que l'on collecte, tout ce que vous vendez gratuitement, car vous vous donnez. Nous sommes totalement à poil dès qu'on fait un clic. Et les algorithmes, les bases de données sont là pour alimenter les algorithmes. Et on sait aujourd'hui qu'un algorithme très puissant en termes mathématiques,
qui n'est pas alimenté par beaucoup de données, donne des résultats extrêmement peu fiables. En revanche, des algorithmes parfois rudimentaires, s'ils ont des millions ou des milliards de données, vous aboutissent à une précision au centième près. Donc, toute la bataille est là. Et nous sommes en train de la perdre en Europe, puisque nous n'avons pas ces bases de données. Ce sont les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, et du côté chinois, les Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui ont collectionné toutes ces données et qui peuvent les injecter dans leur système expert. Google a acheté au NHS anglais, au National Health System anglais, 1 600 000 dossiers de malades. Il les a mis dans la boîte, il a récupéré toutes les données et il a rendu les dossiers au NHS. Et avec ça, il est capable de vous faire des diagnostics avec une précision humaine, voire mieux, dans certains cas, allant chercher des hypothèses auxquelles, moi, médecin, je ne pense pas. Donc, je vais être dépossédé du diagnostic. C'est dans la boîte qu'il se fera et j'aurai plus à le faire. Et puis, je serai dépossédé aussi de l'indication du traitement, c'est-à-dire que quand on fait une biopsie pour voir si une tumeur du rein est un cancer, on analyse ça avec un microscope. C'est l'anatomopathologie qui fait ça, regardant les cellules. Mais aujourd'hui, on regarde le génotype, comment sont faits les gènes à l'intérieur de la tumeur, pour aboutir à une médecine de précision. Et ce génotype, il est fait de 3 milliards de bases. Comment voulez-vous que mon cerveau puisse les analyser? C'est donc la machine qui va le faire à ma place. Et c'est la machine qui va me dire tel ou tel traitement. Qu'est-ce qui me restera à moi? Et moi, et moi, et moi, disait Dutronc il y a 40 ans dans sa chanson. 700 millions de Chinois, il y en a 1,5 milliard maintenant, mais 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Et bien, tout mon rôle va être de revenir à ce qu'il aurait dû toujours être, c'est-à-dire à la relation humaine, à la compassion, à l'explication, à la mise en forme pour un malade donné, sachant que nous fonctionnons sur des bases statistiques. La médecine basée sur les preuves est faite de milliers de dossiers accumulés qui nous permettent de dire que tel traitement est valable dans 85% des cas chez certains types de traitements ou pas. Mais quand on est face à un malade en consultation, ce n'est pas la même chose. Vous avez affaire à un homme, une femme qui a son histoire personnelle, familiale, socio-professionnelle, culturelle et religieuse et qui ne rentre pas forcément dans le moule que veut dicter la science. Et c'est à nous, là, c'est ça mon rôle de médecin, c'est de lui expliquer, de partager, d'échanger et de voir si je peux l'amener à ce traitement ou si, en fin de compte, il en voudrait peut-être un autre et de lui dire oui. Je suis donc, mon métier est un métier de transgression, de rupture des règles. Les règles, je m'en fous pour une personne unique qui est en face de moi. Je n'en ai pas besoin. Dernier point, et vous me direz, on reviendra. Dernier point, si on regarde effectivement l'intelligence artificielle faite de machines calculantes qui calculent en pétaflop, l'ordinateur le plus puissant au monde est maintenant chinois, fait avec des pièces chinoises et non plus celles d'Intel, l'américain. Et il a été jusqu'à 93 pétaflops, c'est-à-dire 93 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc vous pouvez toujours courir derrière. Mais c'est une intelligence, je dirais, idiote. L'ordinateur qui a gagné au jeu de Go, ou Deep Blue qui a vaincu le champion d'échecs, c'est très gentil. Ils l'ont fait parce qu'ils ont accumulé des millions de parties. Mais moi, je joue aussi aux échecs, pas très bien. Je joue aux dames aussi, je joue au bridge, je joue à la belote, je joue au rami, je joue à la bataille. En même temps, je fais mes petites cigarettes, je peux regarder ma voisine pendant que je joue aux cartes et puis me gratter le menton. Ça, la machine ne sait pas le faire. Elle est nullissime par rapport à ça. Elle est sur une zone donnée, pointe à la ligne. Mon intelligence est 1000 fois supérieure à celle de tous les ordinateurs du monde. Je calcule beaucoup plus lentement, mais j'ai une capacité d'anticipation, une capacité d'interception des événements du monde qui est inimaginable. Donc je ne suis pas inquiet, je suis un optimiste de l'humain, en sachant que la machine est quand même en train de nous dominer. Je prends juste un exemple et j'en finis. Il y a 2 ans, un père de famille arrive dans un magasin Walmart, je crois que c'était Walmart aux États-Unis, hurlant de rage en disant « Mais c'est scandaleux, regardez, voici des flyers, vous pensez que ma fille est enceinte, elle a 16 ans ?» Eh bien, elle l'était. Et il ne le savait pas, mais elle l'était, et Walmart le savait. Pourquoi? Parce que la fille avait été cliquée sur Google, robe un peu large, anti-vomitif, comment ne pas grossir les 3 premiers mois de grossesse, et toutes les petites questions qu'elle avait posées faisait que l'algorithme avait dit « elle est enceinte ». Donc nous sommes nus, nous sommes en train de nous vendre à des systèmes qui pourraient demain nous dominer. Parce qu'à partir du moment où ils le savent qui vous êtes, ils vous indiquent vers où aller. Vous avez bien vu sur Amazon, quand vous achetez quelque chose, ceux qui ont acheté aussi ont vu ça, ou ça, ou ça. Et on vous entraîne. On est dans un système hyper capitaliste qui est fait de 3 parties. L'armée, la DARPA américaine, l'agence de défense de recherche avancée de la défense américaine, finance à millions de dollars les boîtes de la Silicon Valley, dont Google.
Hollywood est dans le coup. C'est pas anodin, les films de science-fiction. C'est fait pour nous mettre dedans. Il faut bien comprendre le système. On est dans un système hyper marchand. Jusqu'où cela ira? Jusqu'où on acceptera cette domination de l'être au niveau pour simplement réaliser un peu plus de profit. C'est ça le débat. Je ne suis pas un communiste, je ne suis pas un trotskiste, mais on voit bien que la machine est partie comme ça. Et en Chine, vous le disiez, plus de 300 gamins à QI de plus de 130 ont été sélectionnés et séquencés pour voir si on pourrait demain, avec les petits ciseaux moléculaires dont vous avez entendu parler peut-être, la Française Charpentier qui a trouvé cette façon de découper l'ADN pour remettre des petites zones qui étaient malades pour les changer ou pour augmenter d'autres. Et donc voilà, on est dans le QI. Or, le QI représente ça de mon intelligence. Ça uniquement. Donc on en discutera. Alors, je voulais juste rebondir quand même sur ce que vous avez dit, puis laisser la parole à la salle. Lorsque Google a lancé ses Google Glass, on voit bien que c'est une réalité extérieure à l'humain, mais c'est une réalité augmentée, liée à un outil. Et la question quand même du transhumanisme, c'est quand est-ce que les Google Glass vont passer sur ma rétine, et puis les puces qui étaient dans les branches vont passer dans mon cerveau, avec une interconnexion entre les neurones et puis ces puces électroniques. Là, on bascule dans un nouveau monde. Alors, c'est exactement ça. Moi, je suis fait pour réparer l'homme, la femme ou l'enfant blessé, malade ou handicapé. C'est ma vocation, c'est mon métier et j'espère savoir le faire. Mais demain, on va me demander d'augmenter l'homme. Alors, on me dit, mais tu sais, le Viagra, c'est de l'augmentation. Et non, le Viagra, c'est quand même fait pour traiter la dysérection et les impuissants au départ. Alors, effectivement, on peut toujours tricher auprès de son médecin. Docteur, je ne vais pas bien, vous m'en mettez trois boîtes pour se dire, je vais être encore plus vaillant. Mais c'est fait pour les malades au départ. On me dit la vaccination, c'est de l'augmentation. Non, ce n'est pas de l'augmentation. Nous avons un système immunitaire qui est simplement activé par des bactéries ou des virus atténués. Donc nous ne sommes pas dans l'augmentation de mon intimité. On me dit, mais la chirurgie plastique, c'est déjà de l'augmentation. Non, pas du tout, parce qu'on ne peut pas refaire le nez, les fesses ou les seins si on se trouve beau. Ce n'est pas la peine. On ne passe pas chez le chirurgien. Donc c'est qu'on a un manque. Donc on est en détresse quelque part. Donc moi, je suis fait pour réparer. Mais demain, on va me demander d'augmenter. Portez-vous à 10 ans, la petite Sophie revient de classe avec sa tablette, elle n'a plus de cartable, sa tablette sous le bras, elle arrive, elle voit sa maman, elle dit, tu sais maman, Caroline, ma copine de pupitre, elle voit la nuit, parce que ses parents lui ont offert à Noël des rétines qui voient les infrarouges. Qu'est-ce que va dire la mère? Ma fille, tu restes comme t'es, donc l'homo sapiens, ou je vais t'en acheter une pour que tu sois comme ta copine. Et ça, on peut le faire. Nous avons, vous avez raison, tous les moyens aujourd'hui de remplacer l'homme. Nous sommes déjà des cyborgs. Nous avons des prothèses, dont certaines sont connectées. Nous sommes déjà mi-chair, mi-machine. Mais ces instruments-là que l'on injecte, que l'on introduit en termes médicaux, sont des instruments qui réparent. Et ce que je ne veux pas, c'est passer de cela à une augmentation de mon quotient intellectuel ou de ma mémoire. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux surtout pas, et je ne veux surtout pas vivre 1000 ans ou devenir immortel, pour une simple raison. C'est que la nature est quand même sacrément bien faite, mais même si on ne sait pas d'où elle vient ni où elle va, c'est qu'elle a cette possibilité de mutation incessante. Et si je me mets à vivre le même que je suis dans 1000 ans, de 2000 ans, je vais devenir un vieux con par rapport au reste de l'univers qui aura muté. Les moustiques mutent à toute vitesse, ils ont 250 millions d'années, eux. Et un moustique, ça dure 15 jours. Nous ne sommes que des passeurs de vie. Nous ne sommes que des transmetteurs. Et vous commencez à vieillir dès l'âge de 13 ans. Dès l'âge où on commence à pouvoir créer, le corps commence à vieillir. Donc il faut bien que nous soyons modestes sur cela. Vivre 1000 ans ou devenir immortel est une absurdité totale. En plus, on s'emmerderait, parce que si on peut tout faire, il n'y a plus de désir. C'est aujourd'hui peut-être, ou alors demain, Alors voilà, le problème est bien posé, en tout cas sur la distinction entre humain, post-humain, transhumain, en tout cas. Est-ce qu'il y a tout de suite des réactions, des questions, des approfondissements? On se donne 10 minutes avant la partie suivante. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis en région parisienne, Paris Humaniste, marrant comme nom. Je suis radiologue aussi, donc médecin. Je vois pourquoi vous arrêtez à la notion de réparer et pourquoi la notion d'augmenter pose un problème. Parce que à partir du moment où on définit ce qu'est l'humanisme, à savoir qu'il y a un côté physique, ce qui a changé avec la Renaissance, et le moment où les sciences nous ont permis de réinventer, de se libérer de la religion, de voir l'homme tel qu'il était, on a depuis lors
500 ans d'histoire où on progresse. Excusez-moi, je suis un peu ému. Dans ce qu'il y a dans la suite logique, il y a eu la révolution scientifique, là actuellement on est à s'intéresser à notre corps pour en augmenter les capacités, comme on a transformé la nature depuis 70 000 ans. Donc je ne vois pas pourquoi, alors qu'on parle que du physique, on ne parle pas de l'amour, la beauté, le sens de la vie, qui sont deux choses différentes. Et c'est là où on sera toujours différent je suis d'accord avec vous, avec les machines. Mais en quoi le fait de voir la nuit, en quoi le fait d'avoir plus de capacité pour courir plus vite, en quoi le fait de vivre plus longtemps serait non acceptable alors qu'on accepte la notion de réparer quelqu'un. De la même façon, pour répondre sur la philosophie terminale que vous dites, on a une vision de philosophique et tout va de pair, le désir, etc., parce qu'on a une vision de la finitude. On sait qu'on va mourir, on sait qu'on est né, c'est ce qui a répondu tout à l'heure, on sait d'où on vient, on se pose toutes ces questions. À partir du moment où on a 1000 ans, tous nos paradigmes vont changer. Donc, reste à voir. Je vais vous répondre. Pourquoi interdit-on les anabolisants chimiques dans les compétitions sportives à ce moment-là? Pourquoi? On n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser les sportifs se doper et on verra le meilleur. Pourquoi faudrait-il que les anabolisants numériques soient autorisés quand on refuse les anabolisants chimiques? C'est plus de la compétition. Si on se rajoute des prothèses qui vous font courir à 100 à l'heure et qui vous permettent de porter des poids à 300 mètres. C'est pas de savoir si on aide les sportifs à gagner des médailles ou pas. Il faut savoir de fond, et c'est pour ça que je pense que la société entière doit s'intéresser aux problèmes de fond de ce que représente le transhumanisme. De ce que représente l'homme. L'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement de nous reposer la question de qui nous sommes. Mais je ne vois pas en quoi, je ne vous suis pas sur le fait que, vous l'avez dit, on n'augmente absolument pas l'amour, la relation, le partage. On s'occupe du quantitatif. On n'est pas dans la densité d'être, plus. On va réparer les hommes. Excusez-moi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, c'est tout récent. Parce que les mecs Pourquoi la Silicon Valley s'intéresse? Parce que c'est des milliardaires de 30 ans, ils ont tout ce qu'ils veulent, et ils se disent pourquoi je ne serais pas immortel. Et brutalement, il y a Elon Musk, il y a Bill Gates, il y a mais c'est une vision d'ingénieur, c'est une vision de codeur. Que dans le mécanisme. Ce qu'il y a de super ici, c'est qu'on voit qu'il y a débat. Et on va creuser ça dans la deuxième partie. Non, mais justement, c'est très bien d'avoir reposé la question. Et on est un peu les gardiens du temps. Vous reviendrez en question dans la deuxième partie parce qu'on va retrouver ça. Et puis l'objet est de poser les questions. Vous savez bien qu'à l'APM, on progresse plus en approfondissant les questions qu'on se pose qu'en y trouvant des solutions. La réponse à cette question, elle peut faire débat pendant encore 2 ou 3 siècles. Oui, c'est le cœur de notre affaire. Il ne faut pas passer à côté quand même. Bonjour Stéphane, je suis dans l'informatique. Je rejoins un peu la première intervention dans le sens où ce que vous décrivez, il me semble, c'est le progrès technologique qui permet en fait d'améliorer l'homme. Et ça me paraît inéluctable en fait. Ce que vous mentionnez sur le dopage, j'ai l'impression qu'à terme, le dopage va devenir quelque chose de permis. Et les anglo-saxons d'ailleurs supportent cette initiative. Ils souhaiteraient que le dopage soit permis parce que leur notion de performance inclut le fait qu'on se donne les moyens technologiques et autres pour atteindre cette performance. Et j'ai l'impression que l'humanité a toujours cherché à progresser. Alors c'est une voie qui présente des dangers, mais pensez-vous qu'on puisse arrêter ce progrès et cette trajectoire ? Je n'ai pas dit qu'il fallait l'arrêter, je ne suis pas un anti, bien au contraire, j'ai embarqué dans toutes ces technologies, je suis un fanatique de ces technologies. Je dis, jusqu'où va-t-on dans la mesure où demain, on me connectera mon cerveau à qui? À d'autres. Et c'est eux qui me guideront. Alors, on répare aujourd'hui le parkinsonien qui tremble comme ça, on lui met des électrodes, on active, et hop, il s'arrête, il se lève et il vasse. On coupe l'électricité, merveilleux de voir ça. Mais demain, moi, ce sont d'autres qui vont me commander. C'est ça le problème, c'est ça que vous ne mesurez pas. Ce n'est pas du tout gentil ce qui se passe. C'est totalement entrepreneurial, méchant, domination des autres, pointe à la ligne. Et c'est bien pour ça que ça se passe de l'autre côté, du côté du Pacifique. Donc méfiez-vous, demain, on va vous dire « Ah, on va t'augmenter ta mémoire ». Oui, mais on va vous injecter des trucs qui ne sont pas à vous. Et vous serez totalement dépendant, vous deviendrez l'esclave total de quelques manipulateurs démiurgiques, des Méphistophélès qui vous mèneront le monde
C'est ça qui peut se passer. Je n'invente pas. On a la capacité de le faire. Donc la question, et j'en ai parlé au président de la République, je lui ai dit, il va falloir créer une COP, une Conference of Parties. On va y revenir, voilà. On va y revenir tout à l'heure parce que... En réalité, on voit qu'il y a des débats parallèles. Il y a le débat du dopage et des réponses on peut en faire sur les anabolisants, c'est que c'est mauvais pour la santé ou c'est que c'est de la triche, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a le débat de la possibilité et puis il y a le débat des industries marchandes qui sont derrière ce mouvement, qui est celui que vous évoquez. Donc ce sont des débats qui sont sur le même sujet, mais qui dans le fond sont à des niveaux parallèles. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui. Même s'il n'y a pas toujours les réponses. Oui. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez intégré le fait qu'aujourd'hui d'autres tendances s'incluent dans ce que vous dites, ce qui est vrai, à savoir que par exemple, j'ai une entreprise qui travaille aussi en intelligence artificielle, et aujourd'hui la différence ne se fait pas tant sur le massif de données, à petite échelle encore, hein, pour les grosses échelles bien entendu. Mais à petite échelle, c'est surtout sur la créativité. Tous les codes sont open source, tous les algorithmes sont open source, beaucoup de bases de données sont aussi open source, et aujourd'hui on voit, c'est le plus créatif, c'est celui qui arrive à rajouter autre chose dans l'algorithme, qui arrive à obtenir le meilleur résultat. Aujourd'hui, l'open source se donne se développe énormément, et il y a beaucoup de chances que tous ces leaders du Pacifique ne conservent pas le pouvoir tel que vous l'interprétez aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'intérêt immense de l'open source. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que j'appelle de l'intelligence collective, si vous voulez. Mais ne croyez pas qu'eux ne regardent pas. Ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur de leur boîte pour vous ramasser demain et pour vous racheter. Vous avez vu à quelle vitesse ils achètent les boîtes pour les tuer, pour éviter qu'elles ne se développent. C'est ça le vrai problème. Et en Europe, je le répète, nous sommes à la ramasse. Qui avons-nous? Comment pouvons-nous être en compétition avec ces géants mondiaux? Nous avons en France Atos, avec Thierry Breton, et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a en Allemagne? Il n'y a rien. Nous sommes totalement déconnectés de ce qui est en train de se faire. Et le drame, c'est que si on se met à dire attention, c'est dangereux, on nous dira oui, vous dites ça parce qu'effectivement, vous n'avez pas les outils pour faire, donc vous faites les vieux moralistes, ce qui n'est pas du tout mon cas. C'est un vrai débat, mais on en reviendra à la fin, on m'avait dit. Oui. Alors, on va rester européen, c'est-à-dire avec des questions de conscience, avec des questions, est-ce que nous croyons encore aux valeurs de la civilisation humaniste? Et on va essayer de creuser, parce qu'on va approfondir ce qui était la première intervention, la première question, en opposant le serment d'Hippocrate. Est-ce qu'on peut encore le prononcer aujourd'hui, hein? Je cite, « Fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, mon seul souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. » Voilà, le serment d'Hippocrate, enfin un extrait. Ou on peut penser, par opposition à la tentation de Bellérophon, l'homme qui voulait devenir Dieu. Au sommet de sa gloire, il entreprit de voler vers l'Olympe, sur Pégase, s'estimant digne de séjourner avec les dieux. Donc au fond, c'est vraiment la question, qu'est-ce que l'homme par rapport à son destin, par rapport à sa conscience? Ce sont des choses que nous aimons, c'est des questions que nous aimons, nous, occidentaux, européens, j'insiste un peu, et dans les Européens, les Français particulièrement. Alors le 22 juin dernier, en 2017, il y a eu à la Cour d'appel de Paris une sorte de débat autour de questions qui sont tout à fait liées à notre sujet, à la première chambre de la Cour d'appel. Et les avocats se sont battus, alors vous pourrez aller voir sur Internet, c'est quand même très intéressant. Première question, au fond, un homme augmenté est-il encore un humain? Bon, c'est quand même une question de savoir ce qu'est l'humain avant de répondre à cette question. Ensuite, jusqu'où est-on libre dans une société de réalité augmentée, dans une société transhumaniste? Et puis, le droit de vivre à perpétuité qui a été évoqué, est-il au fond un droit de l'homme? Bon, il faut revenir à toute cette problématique, ce qui est intéressant. L'homme peut-il échapper à sa condition? Autrement dit, qu'est-ce qu'un être humain qui ne serait plus malade, mais en panne de temps en temps, et qu'il faudrait réparer, comme si la maladie n'était que physique et pas aussi psychique? Alors des questions peut-être plus relationnelles, bien connues, et surtout par les films de science-fiction. Quelle relation juridique entre l'homme et l'intelligence artificielle? Vous avez entendu dans la campagne électorale l'idée, ou avant la campagne électorale d'ailleurs, l'idée qu'on puisse donner un statut juridique à l'intelligence artificielle. Et puis demain, on se posera la question si dans
en quelque sorte, les relations de mariage. On ne pourrait pas accorder un statut au robot. Hein. Vous tapez mariage robot sur Google et vous allez trouver des tas d'expériences, ou en tout cas des tas de demandes dans ce sens-là. Et puis donc, dans cette réflexion sur un statut juridique, comment l'homme naturel et l'homme augmenté, cette fois-ci, vont-ils coexister? L'histoire de la copine qui a eu la chance d'avoir une prothèse pour cadeau. Voilà, des questions vraiment fondamentales qui sont des questions européennes. Encore une fois, les Chinois ne se les posent pas, les Japonais ne se les posent pas et les Américains de la côte ouest ne se les posent pas. Mais nous, on se respecte nous-mêmes et on se les pose. C'est vrai que les Chinois ont une vision totalement différente du monde. L'individu n'existe pas en Chine. C'est pour ça que quand vous leur parlez de droits de l'homme, ils ne tendent même pas l'oreille. Ça n'entre pas dans le cerveau. Quand vous regardez un tableau chinois, vous voyez d'immenses montagnes avec des arbres verts, de la brume en haut, une rivière tumultueuse, une longue barque, et puis un tout petit bec, tout noir, avec son chapeau triangulaire, vous ne voyez même pas le visage. C'est l'homme dans le cosmos, qui est pris dans le cosmos. Quand vous voyez un tableau européen, un tableau français du XVIIIe, vous avez le roi, avec son spectre, sa couronne, son hermine, et le paysage est derrière en flou. Donc nous sommes, les Européens, ceux qui avons bouleversé le monde par nos évolutions technologiques et scientifiques. C'est incontestable. Et maintenant, on se retrouve en arrière, à la ramasse, en train de pédaler derrière les autres. Il faut bien voir que, pour reprendre la question à laquelle je vous répondais, comment m'exprimer? C'est une question de où on est matérialiste, où on est dualiste. On revient alors là à la philosophie traditionnelle, où on considère qu'il y a un esprit et un corps qui sont séparés, voire pour certains en plus l'âme qui s'envole, où on pense que tout est matière. Or, les transhumanistes sont matérialistes, au sens noble du terme, tout est matière. Et ils ont en partie raison. Excusez-moi de vous dire deux choses. Nous sommes faits, premièrement, de vide, et deuxièmement, nous vivons dans le passé. Nous sommes faits de vide en ce sens que un atome, si vous comparez un atome, si vous voulez comparer un atome, vous prenez un petit poids que vous mettez au centre du Stade de France, ça c'est le noyau, les protons et les neutrons, et vous mettez les électrons qui sont le public dans les gradins. Tout le reste, entre ça, c'est du vide. Et si on devait réduire la Terre et les 7,5 milliards d'humains que nous sommes, en pompant le vide, on aurait une petite boule de 100 mètres de diamètre. Et si moi, on devait me vider de ce qui n'est pas de ma matière, je serais nanométrique. Première chose. Donc ça bouleverse. Deuxièmement, nous vivons du passé. Nous sommes l'imagination de nous-mêmes. L'image que j'ai de vous, elle est en retard. Le temps que les photons viennent capter mes cônes et mes bâtonnets, qu'ensuite les neurones les envoient dans les zones cérébrales de la vision, qui reconstruisent, à partir notamment de ma mémoire, les volumes, les distances, les formes, les couleurs. Je suis un ordinateur qui s'imagine lui-même. Et donc, je fais le lit des matérialistes. Je suis une machine qui vient en retard. C'est peut-être au centième de milliseconde, mais je ne suis jamais dans le présent. Et quand je vous vois là, avec des couleurs différentes, du blanc, du bleu, ce n'est pas le monde. Il n'y a pas de couleurs. Nous sommes acolores. C'est nous qui nous inventons les couleurs. Et mon rouge n'est pas votre rouge. Donc, nous avons à la fois un retard et en même temps, nous avons des perceptions toutes différentes. Nous sommes 7,5 milliards d'individus qui sommes tous différents, qui ne voyons pas le même monde. Donc ça rend humble. Et effectivement, il est très difficile, quand on sait ça au point de vue scientifique, d'aller contre ce matérialisme pur qui dit, en gros, et c'est ce que pensent les ingénieurs et les mathématiciens qui travaillent avec eux, c'est on y arrivera de toute façon. Le neurone, on saura. Ils confondent la puce de silicium avec un neurone. Alors on parle de neural networks, on parle de réseaux neuronaux, mais c'est pipeau par rapport à notre fantastique capacité d'intégration et d'anticipation. Ce ne sont pas nos 85 milliards de neurones qui sont aussi importants que ça, c'est les circuits, ce sont les flux qui nous animent, qui nous font être. Et ça, je ne vois pas comment on arrivera à les interpréter. Alors la résonance magnétique nucléaire commence à nous montrer des zones bleues, des zones rouges, des zones vertes, on est tout content, on a l'impression d'être des gosses avec leurs jouets tout neufs, mais c'est très très grossier. Nous avons une complexité, pour l'instant, impossible à appréhender de ce qui se passe d'un neurone à l'autre et entre les différents neurones. Donc avant que la machine
dite pensante, rattrape l'homme biologique que je suis, il y aura du temps et je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on est matérialiste et pourquoi pas? Parce que la matière, si vous regardez l'eau, elle est à la fois glace quand on est en dessous de zéro, elle est liquide quand on est jusqu'à 90-100, et ensuite elle devient fumée, vapeur. Donc nous pourrions être dans des états différents. Et peut-être que l'esprit n'est que la fumée, je dirais, de ce qui est ma participation au monde. C'est possible. Mais on arrive à ces questions-là, qui sont des questions qui ne sont pas résolues chez les Indiens, je parle des Indiens d'Inde, chez les Chinois, chez les Occidentaux européens et chez les Américains qui ne pensent pas comme nous, pas vraiment comme nous. Ils sont profondément matérialistes. Mark Zuckerberg vous dit on va tout gagner. En 2100, il n'y aura plus de maladies. Il n'a pas compris qu'il y avait des petites bêtes quand même. Des milliards de petites bêtes dont nous portons des centaines de milliards de petites bactéries et de virus, dont certains nous aident, d'autres nous agressent. Il n'a pas compris que le monde était bien plus puissant que nous. Quand on regarde le tsunami récent, on se dit qu'effectivement, on a encore du travail à faire, à la fois dans la prévision et dans la prévention. Donc cette vision, mais vraiment pour moi démiurgique, on va tout savoir, on va tout comprendre. Mais pourquoi faire? Il n'y a jamais le mot « on va s'aimer ». Jamais, jamais on entend « nous nous aimerons ». On vous parle d'un monde meilleur, mais en quoi meilleur? Est-ce qu'on va réduire les fractures? Est-ce qu'on va être vers plus de perception entre nous? Est-ce qu'on va aller... Nous sommes un monde de rencontres. Et dans ces rencontres, il y en a qui sont positives et qui nous font aller mieux, et d'autres qui sont négatives. Est-ce que l'on va transformer ça? Je n'en sais rien. Mais je me dis que c'est la question que nous avons à nous poser, dont on parlera à la fin. J'ajouterais ce que disait Jean-Michel Beignet, qui est un philosophe qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui disait si le progrès du transhumain, c'est de ne plus souffrir, si on ne souffre plus, on fait disparaître le plaisir en même temps. Donc la parole à nouveau à la salle. Vous avez bien compris qu'il y a des questions, mais qu'on n'aura pas les réponses. Oui, non, ce serait prétentieux. C'est pas du prêche ex cathedra. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Béatrice. Le sujet est vraiment très intéressant. Quand vous parlez de personnes qui sont matérialistes, oui, parce que je pense qu'effectivement, ils font de l'homme, et du Arsène, ils font de l'homme juste un véhicule, mais ils oublient que c'est la pensée qui nous permet de produire des hormones qui vont nous permettre d'avoir des émotions. Donc là, quid de tout cela? Et d'autre part, ces personnes qui nous promettent de vivre 1000 ans, ont-ils prévu de stériliser toute la population? Vous avez raison, ça pose un vrai problème. Mais je suis bien d'accord avec vous. Alors, nous sommes faits de biologie, je l'ai dit, nous sommes faits d'abord de matière, mais nous sommes faits de biologie. Et c'est vrai qu'un cerveau, c'est quoi? C'est nul et fabuleux à la fois. C'est 1300 grammes, 1350 grammes, selon. C'est pas parce qu'on a un plus gros cerveau que l'autre qu'on est plus intelligent, rappelez-vous. C'est 1300 grammes fait de 70% d'eau, 20% de graisse et 10% du reste. C'est pas terrible. Au point de vue matière première, c'est assez minable. Mais ce qui est prodigieux, c'est que ce cerveau n'est intéressant que parce qu'il est, comme vous le dites, totalement activé par les stimuli externes que nous recevons en permanence, les stimuli internes que nous recevons aussi de l'intérieur de notre corps et de nos organes. Sachez que vous avez, par centimètre carré, par seconde, 65 milliards de neutrinos qui vous traversent. Donc, il y a du vide à l'intérieur de nous, et c'est bien pour ça qu'il y a du vide que les particules peuvent passer. Mais ce vide est plein de particules. 65 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde qui nous traversent. Donc, nous sommes en relation permanente avec les éléments les plus triviaux, les plus brutaux de la nature, comme les éléments internes de mon corps, mes petites bactéries, mon biotope qui m'alimente énormément, mes 500 millions de neurones intestinaux qui réactivent avec les neurones cérébraux, tout ça nous fait être une machine exceptionnelle qu'on ne comprend absolument pas. Et quand on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un neurone, il n'y a pas de mémoire dans un neurone, il n'y a pas d'intelligence. J'en parlais avec des ingénieurs qui me disaient, est-ce qu'on pourrait augmenter... où se trouve la mémoire? Comme si on avait des disques durs, puis on les change et on en remet un autre plus gros. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On voit des ondes θ, des ondes alpha, des ondes bêta sur l'électroencéphalogramme, on voit des aires qui s'allument sur l'IRM, tout le monde est content, mes collègues neuroscientifiques sont ravis, mais on ne vous dit pas ce qui se passe à l'intérieur de cette petite cellule. Il n'y a rien, il n'y a pas le processeur, il n'y a pas la mémoire. Ça marche comment? Nous ne savons absolument pas.
Nous sommes dans l'ignorance totale et on ne peut pas comparer un réseau, un neural networks informatique à un réseau de neurones. On ne peut absolument pas le faire. Bonjour, Julien. Je suis avocat. Je me suis intéressé à ce sujet à plusieurs reprises. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour nous. Le sujet, il fait appel à la conscience, au droit, à la médecine, à la technologie. Et souvent, j'ai remarqué qu'il y a un élément qui échappe un peu à la discussion, c'est Dieu. Alors, je ne sais pas s'il échappe parce qu'il échappe à beaucoup de gens et à d'autres, il échappe moins. Mais est-ce que la religion n'est pas un phénomène qui va peut-être régler ou pas la question? Et n'est-on pas là face aux prémices d'une guerre de civilisation? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, si vous voulez. Moi, je me situe là dans un débat, je dirais, hors religion, considérant que la religion est du domaine de la foi. Donc c'est une démarche tout à fait personnelle qui n'engage que la personne qui croit, et c'est très bien, je la respecte, mais on n'a pas affaire à la science là. On n'est pas sur des éléments tangibles, sur des éléments appréciables, sur des éléments discutables. On est dans un phénomène de foi, ce qui est très beau. Je ne suis pas sûr qu'on aille vers des guerres de religion. J'aurais plutôt tendance à dire que ça aurait tendance, je pense, à disparaître, malgré ce qu'on voit qu'il n'y a plus de la religion, qu'il y ait du fanatisme. Et ça, il y en a toujours eu. Rappelez-vous la Saint-Barthélemy, on a quand même pas mal donné, nous aussi. On a su ce que c'était. Il n'y a pas toujours à regarder avec un regard de moraliste ce qui se passe aujourd'hui. On l'a fait. Et on l'a fait parfois avec une violence pire. Donc, je ne pense pas. Et moi, je me situe dans la réflexion uniquement, je le dis, je suis de tradition catholique, mais je ne mets pas la religion dans la réflexion que l'on a sur l'homme et la machine. Voilà. Je ne rentre pas là-dedans. Je pense que c'est après et qu'on a tout à fait le droit de rajouter du religieux si on le veut. Non, je vais peut-être rajouter quelque chose parce que je me suis posé la question lorsque j'étais à Rome au dicaster sur la culture, qui est le dicaster sur l'être humain, quoi. Et l'Église catholique s'est dite au Concile, en tout cas, experte en humanité. Donc je me suis dit qu'elle était peut-être aussi experte en transhumanité. J'ai donc posé la question de savoir quel était le degré de réflexion du dicaster en question sur le sujet. Et la réponse est qu'ils allaient organiser un colloque à peu près au moment où nous nous réunissons. J'étais stupéfait du retard que ça représente. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient ce colloque, il y a 10 ans qu'il aurait dû avoir lieu, et on devrait avoir des réponses aux questions. Alors les réponses, où est-ce qu'on va les chercher ? On va essayer de rester dans la perspective traditionnelle catholique, celle qu'on connaît le mieux pour ceux qui y sont nés. Il y a bien la distinction corps, âme, esprit. Il y a vraiment cette triple distinction. Et cette distinction, c'est celle de l'âme, sur l'âme immortelle, qui est en fait un don de Dieu, et qui fait qu'au fond, l'homme n'est pas réductible à ce qu'il est comme matière, et pas réductible non plus à ce qu'il est comme esprit, comme intelligence, etc. Et donc, c'est en tout cas une porte d'entrée extrêmement intéressante pour analyser ce sujet, pour savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on va transgresser une sorte de règle éternelle. Bon. Mais ça, c'est sous ma propre responsabilité que je le dis, sur des connaissances basiques que tout le monde a, parce qu'elles sont assez bien diffusées. Et encore une fois, nous attendons une réflexion un peu plus consistante, qui doit bien avoir été faite quelque part, hein, mais qui n'a pas donné lieu à une déclaration officielle de l'Église catholique. Matière et esprit sont en fait pour moi un continuum. Je mets l'âme en dehors, l'âme est religieuse. Matière et esprit sont un continuum de complexité. Et il y a des niveaux de complexité depuis que le vivant existe, depuis 3,7 milliards d'années, que les premières choses de la vie ont commencé à naître. Vivre, c'est naître, croître, se développer, se multiplier et mourir. C'est ça la vie. La machine ne vit pas, parce qu'elle n'est pas capable de s'alimenter par elle-même. Elle meurt, oui, elle bug, elle peut bugger, elle n'a pas tendance trop à croire, à se développer, même si elle commence à le faire. On n'est pas dans les mêmes mondes. Et donc je crois véritablement que nous sommes avec des strates de complexité qui, accumulées, aboutissent à ce qu'on passe de la matière à l'esprit de façon presque indifférenciée. Comme ça, on peut retourner à la matière, revenir à l'esprit. Regardez comment font certains bonzes, certains gourous indiens sont capables de ralentir leur cœur à quelques battements par minute, d'arrêter quasiment leur péristaltisme intestinal. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Je suis fait, heureusement. Je ne sais pas comment je respire, je ne sais pas comment mon instinct fonctionne, je ne m'occupe pas de mon cœur, je ne m'occupe pas de mes doigts, je ne calcule pas la pression que je mets sur ce micro pour vous parler. Tout ça fonctionne en automatisme. Je suis une machine extraordinairement fantastique dans sa capacité à agir. Et il me reste combien ? Il me reste 1% de conscience
nous avons 1% de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Pas plus. Sachez-le. Alors ce 1% vaut très cher, parce que c'est ce 1% qui me permet de me différencier de la machine, car j'attends le jour où un robot humanoïde, le plus parfait possible, viendra me dire, lorsqu'il y aura une crise importante, des choix, je dirais, vitaux à faire, je suis prêt à me sacrifier pour une cause supérieure. Si un jour la machine me dit ça, alors là, je me tire une balle. Ça veut dire que je suis fini et je lui laisse la place. Et ça, c'est pas demain la veille. Alors, ce critère est vraiment important, mais avant d'aller plus loin et de l'approfondir, je voudrais revenir un petit peu sur âme, esprit. Et, bon, traditionnellement, toujours, hein, les facultés de l'âme sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et donc, c'est intéressant de les reprendre par rapport au débat actuel, parce que bon, la mémoire, à la fois, on a dit qu'on voulait mettre le cerveau humain sur une clé USB, et puis vous avez dit très justement qu'on ne savait pas très bien ce que c'était, où est-ce qu'elle s'est située, etc. Donc au fond, comment elle peut être modifiée par des puces qu'on se met dans la tête? Est-ce que ça peut l'augmenter, ça peut la diminuer? La mémoire, ce n'est pas la somme des événements sur un ordinateur depuis le matin où vous l'avez ouvert jusqu'au soir. Hein. Il y a toute une hiérarchisation par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je veux, etc. Donc qu'est-ce que ça signifie qu'une réalité augmentée dans laquelle la mémoire serait elle-même augmentée? En fait, on ne sait pas très très bien le définir, mais on a bien quand même une idée. Bon, l'intelligence, ça c'est clair parce qu'on a beaucoup parlé, intelligence augmentée, artificielle, etc. Puis la volonté, c'est quoi finalement? C'est très intéressant de dire, au fond, est-ce qu'une machine veut quelque chose? Une machine est programmée pour agir comme un animal à son instinct. L'homme a cette liberté, volonté, vont ensemble, profondément ensemble. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans une réalité augmentée? Je trouve que c'est important de bien baliser les questions autour de cette philosophie un peu traditionnelle. Moi, je vais poser une question un petit peu plus pratique et terre-à-terre. Donc, d'abord, je n'ai pas trop bien compris où est-ce la frontière entre la réparation et l'augmentation, et je vais l'illustrer avec deux exemples. Et puis, je voudrais aussi parler des bénéfices que peut apporter l'augmentation, entre guillemets, de l'homme, et de résoudre un certain nombre de problèmes de l'humanité au sens large. Et donc, la première partie, c'est de dire, on est par exemple daltonien ou pas daltonien. La réalité, est-ce que si l'on souhaite de voir les couleurs normalement, est-ce que du coup on rentre dans une augmentation de l'homme, ou est-ce que finalement on est dans la partie de la réparation? On pourrait faire la même chose pour l'oreille. Certains naissent avec l'oreille absolue. Est-ce que finalement la normalité, c'est l'oreille absolue? Et dans ce cas-là, pour 99% de la population, est-ce qu'on n'est pas dans une réparation ou une augmentation? Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie, elle est de se dire, si je reprends l'exemple de l'œil, je comprends que la technologie de l'œil est très avancée et que finalement on pourrait avoir un œil un peu bionique qui nous permette de voir toute notre vie d'une manière normale. Si on arrive à une situation comme ça, il est probable qu'on ait un impact écologique très positif, parce que la production de lunettes à répétition et le coût attaché ont certainement une contribution environnementale négative. Et donc du coup, je voulais avoir votre avis sur, d'une part, le fait où est la limite entre la réparation et l'augmentation, et puis le bénéfice sociétal de l'augmentation de l'homme. La réparation est là pour rendre l'autonomie à celui ou celle qui est handicapé. Vous me parliez de l'œil du daltonien. Les daltoniens sont très malheureux. Hein. Parce que quand vous voyez les couleurs à l'envers, vous êtes vachement mal. Hein, c'est pas facile. Et le sourd est très gêné. La chance, c'est que le sourd voit beaucoup mieux. Parce que les neurones dédiés à l'audition sont piqués par l'œil. Nous avons une plasticité cérébrale inimaginable. Il n'y a jamais de temps perdu. Donc on est dans la réparation. Là, on n'est pas dans l'augmentation. On permet à un individu de retrouver la liberté d'être. C'est ça, en fait. C'est ça, mon métier de chirurgien, de médecin, et notamment de chirurgien. C'est de rendre la liberté à celui qui a été handicapé, qui a été blessé ou qui est malade. Et ça s'arrête là. Après ça, on passe à l'augmentation. Là, vous me direz, mais personne n'est pareil. Je vous l'ai dit, tout le monde est différent, donc on va tous se dire qu'on est anormaux. Non, je ne pense pas. Nous vivons en société. Nous sommes avec des neurones miroirs, qui sont des neurones qui nous font vivre en empathie. Nous sommes des êtres bons, contrairement à ce qu'on croit. Nous sommes des êtres bons, nous vivons, nous communiquons en permanence. Quand je vous parle, vous m'imitez. Et quand vous parlez, je vous imite.
Et regardez le gamin de 2 ans dans une crèche qui se met à pleurer, tous les autres embrayent. Ils n'ont aucune raison, mais comme ils pleurent, je vais pleurer aussi. Regardez, quand on lève les bras dans un stade, vous avez la holla. Quand le musicien se met à taper dans ses mains, toute la salle le fait. Nous sommes des empathiques nés, et tant mieux. Nous sommes des êtres hyper sociaux, comme jamais la création n'en a fait. Et nous sommes, avec ces neurones miroirs, et nous avons une autre spécificité, et qui est celle d'avoir la capacité d'aller au-delà de ce que nous connaissons. L'animal a des neurones de lieu. Il sait qu'il est là, à la poste, à Toulouse. Il a des neurones de grille. Il sait qu'il est venu de la gare, qu'il a fait le trajet, il peut le refaire à l'envers. Et il a des neurones de territoire. Il s'arrête. Il ne sort jamais de son territoire, sauf quand il est acculé par famine, prédation aggravée ou événements climatiques terrifiants. Seul l'homme sort de son territoire. Et quand Sapiens, il y a 60 000 ans, est arrivé d'Afrique puis a rejoint les îles de la Sonde, il y avait entre le détroit le plus proche de l'Australie et l'Australie, à l'époque, les paléogéologues nous disent qu'il y avait 80 km. Vous ne voyez pas l'horizon. Eh bien, Sapiens a pris des radeaux comme Kon-Tiki et il est parti. Et ils sont arrivés en Australie sans voir, sans savoir. C'est ça, notre humanité. Et nous allons aller, nous irons jusqu'à créer le monstre. Nous avons bien fait péter une bombe atomique. Il fallait essayer. On se brûlera les doigts parce qu'on est comme ça avant de retirer la main du feu. Et nous créerons le monstre. Génétiquement, ma collègue Charpentier s'inquiète parce que son petit système de ciseaux moléculaires est un système extrêmement simple, qui coûte quelques centaines d'euros et qui peut se faire dans n'importe quel petit labo. Donc on pourra avoir des dictateurs qui demain vont aller créer des sociétés d'hommes et de femmes dites avancées ou augmentées, qui auront aussi des travers, parce que vous augmentez votre cerveau, c'est bien gentil, mais comment allez-vous accepter de capter tout ce que vous recevez? On est déjà saturé d'informations. Vous allez dézinguer complètement un processus naturel qui existe depuis, les neurones existent depuis 550 millions d'années. Et tout d'un coup, vous arrivez avec la bombe atomique dans le crâne, boum, et on vous perturbe tout. C'est absurde. C'est de la vision, je le répète, d'ingénieur. Il n'y a aucune notion biologique de cette évolutivité du corps et de l'esprit. Est-ce que j'ai répondu? Pas vraiment? Mais l'essentiel, c'est d'avoir posé la question, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, je propose que nous passions à la... Et la deuxième partie de la question, en revanche, sur le fait que, par exemple, la technologie médicale puisse faire qu'on n'ait plus besoin de lunettes et que, du coup, ça résolve un problème, en tout cas, on va dire financier d'un côté, pour l'État, et d'autre part, l'impact environnemental d'un objet comme la lunette. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, mais bien sûr, là, j'applaudis des deux mains. Je suis en phase avec vous, là, complètement. Il y a déjà les lentilles, quand même, qui existent, mais on fera encore mieux. On arrivera, je pense, à éviter d'abord d'être aveugle. On pourra peut-être réparer un certain nombre de maladies, c'est sûr. Mais pour revenir à un exemple assez frappant, effectivement, vous l'avez cité au début, on a maintenant pour 30 000 $, on peut choisir à Los Angeles, dans une clinique UP, la couleur des yeux, des cheveux, la taille de son gamin. Et demain, on pourra choisir tout. On aura le gamin en kit. Alors je vois ce qui va se passer quand il aura 18 ans, ou elle aura 18 ans, en disant « Papa, tu sais, je voulais être blonde avec des yeux bleus, tu m'as fait brune avec des yeux verts, je te fous un procès aux fesses. C'est toi qui m'as choisi. » Vous voyez jusqu'où ça ira. Et en même temps, il y a eu des procès d'enfants qui ont attaqué leurs parents parce qu'ils les avaient fait naître infirmes, refusant l'avortement. Donc voilà des vrais débats. Ça, je veux bien discuter de tout ça. Je n'ai pas la clé. On ne trouvera que si on est ensemble. Et en travaillant dans le même état d'esprit. Et un autre exemple sur l'homme augmenté par rapport à l'homme entre guillemets normal, c'est l'exemple que tout le monde connaît d'Edgar Pistorius. Vous voyez qui c'est? C'est ce coureur qui voulait courir avec les valides. Alors je ne parle pas de ses aventures judiciaires qu'il a eues par la suite. On peut ou pas penser que la première aventure qu'il a eue avec ses jambes artificielles est la raison ou pas de ses comportements ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des entraîneurs, ou en tout cas des gens qui connaissent le sport de haut niveau, savent que s'il avait ses performances, c'est grâce à ses prothèses. C'est-à-dire que si on avait fixé les mêmes prothèses sur les grands champions, ils auraient couru sans doute en 5 secondes de moins la distance qu'ils avaient à courir. Donc ça veut dire que, et là on est vraiment dans l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'avec des prothèses, l'homme était plus rapide, l'homme
équipé était plus rapide que l'homme normal. Mais ça pose un vrai problème qui est celui de la volonté de l'amputation. Alors, point d'étape avant la troisième partie. Ce point d'étape nous dit, au fond, les Américains, pour faire simple, estiment que l'homme augmenté est presque une réalité. Nous, on a des doutes. Vous êtes en train de nous dire, oui, bon, on n'a pas encore vu ce que ça donnait et c'est plutôt un concept. On a le sentiment aux États-Unis qu'il faut essayer parce qu'ils sont pragmatiques. Nous, on a le sentiment qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence. Et dans ce débat-là, la question devient que faire ? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, Français ? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, humains ? Alors c'est très intéressant, pour introduire cette question du que faire, de rappeler le débat très rapide et très bref entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, je devrais dire entre Elon Musk et Mark Zuckerberg cet été. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, peu importe. Hein, Elon Musk a tiré une sorte de sonnette d'alarme autour de l'intelligence artificielle en disant il faut arrêter la chose, il faut la réglementer en tout cas. Alors je suis un peu surpris parce que Elon Musk est le créateur d'une société qui s'appelle Neuralink, et comme le nom le dit à peu près, Neuralink, ça veut dire qu'on va relier les neurones à des puces électroniques. Donc il est partie prenante du jeu de l'homme augmenté. Et il dit qu'il faut arrêter, alors il faut en tout cas réglementer, dit-il. Et puis Mark Zuckerberg, donc patron de Facebook, disant mais non, il faut y aller à fond, il faut tester, il faut y aller à fond, etc. Donc je n'ai pas bien compris. L'argument que j'ai cherché pour Elon Musk, c'est au fond, si on a des réalités augmentées, ou des intelligences artificielles plutôt, et qui fonctionnent extrêmement bien, elles vont se poser la question presque existentielle de savoir quelle est la plus grande faille qui puisse leur arriver. Et ils vont comprendre que la plus grande faille qui va leur arriver, c'est que l'homme coupe l'électricité, et que s'il coupe l'électricité, ils sont morts. Et à ce moment-là, ils vont se dire, la meilleure chose que je puisse faire pour assurer ma survie, ben, si je suis un Robocop, c'est de tuer l'homme. En gros, j'ai cru comprendre que c'était ça son argumentaire, que j'ai cherché à trouver dans la littérature, mais c'était très très bref. Alors voilà, c'est extrêmement intéressant de voir le type de raisonnement auquel nous serons confrontés. Hein. On a dit tout à l'heure, faut-il donner un statut à l'intelligence artificielle ? Donc, que faire aujourd'hui pour essayer d'avoir une vision humaine du transhumanisme ? Alors, non, mais Musk est schizophrène. Mais les grands esprits le sont souvent. En ce sens qu'à la fois, il est totalement effrayé de ce qui est en train de se passer, hein, et en même temps, il crée des boîtes qui permettent d'aller plus loin. C'est assez typique. Ray Kurzweil aussi est complètement dans un domaine. Il a congelé son père, il espère le ressusciter. Quant à Chris Church, le chercheur de Harvard, son rêve, c'est de retrouver, de faire... On a le génome de Néandertal. On l'a retrouvé. Et lui rêve d'injecter dans des cellules souches le génome de Néandertal pour qu'au nom de la biodiversité, on retrouve notre cousin et notre ancêtre. Donc, ce sont de vrais délires. Ils ne mesurent pas qu'entre une cellule dans laquelle on injecte un petit bout de génome et un tissu qui est fait de plus de cellules, des organes et un corps entier, mais on a des sauts de complexité inimaginables. Absolument inimaginable. Mais c'est comme ça, ces espèces de rêves, il faut les laisser. Alors, il est vrai aussi que quand on veut aller à l'homme augmenté, l'homme parfait, qui n'ait plus de problème, je suis là aussi en questionnement. Parce que quand vous regardez les plus belles pages de musique, les plus beaux poèmes, les plus belles littératures, les plus belles peintures ont parfois été faites par des êtres complètement starbés, déjantés, alcooliques, drogués à mort, et qui sortaient de temps en temps des choses fabuleuses. Donc attention à la norme, parce que l'homme augmenté, demain, c'est l'homme normé. Hein, et c'est ça qui est terrible. Nous sommes des individus tous différents et restons-le. Donc la question qui se pose à nous, Européens, c'est premièrement d'accélérer le retard que nous avons. Nous ne pourrons pas discuter de pied à pied avec les Chinois et les Américains dans l'état où nous sommes au point de vue de l'ingénierie et de la puissance d'action des sociétés qui sont là-bas. Il faut qu'au moins on ait quelques géants pour qu'on puisse dire oui, nous aussi on a ça, on va se mettre à table.
Sinon, on va nous dire, oui, vous êtes les vieux moralistes, les éthiciens, ça va, on connaît. On va vous mettre dans une salle, là, tranquille, vous allez réfléchir, et puis on passera à voir ce qui se passe en vous donnant un café. Non, non, c'est pas du tout ça. Il va falloir qu'on accélère. C'est vraiment un appel. Je sais que Emmanuel Macron, là-dessus, a compris. Je pense qu'il y a des Européens qui comprennent. Il y a le Human Brain Project qui est en route, mais qui patine, malheureusement. Bref, rien n'est perdu, mais il faudra faire vite. Et ensuite, je pense qu'il y a une réflexion qui est communautaire, venant de toute civilisation, les plus différentes de nous. Et je pense qu'il faut aller créer cette Conference of Parties, cette COP digitale, comme a existé la COP climatique, qui, on le veuille ou non, même si ses résultats ne sont pas à la hauteur des espérances de certains, a fait prendre conscience, depuis l'appel de Rio, a fait prendre conscience à l'humanité des risques qu'elle encourait. Et c'est la même chose là. Quand je dis risque, je ne suis pas du tout un précautionneux. Je refuse le principe de précaution. En recherche, je trouve ça scandaleux. La science n'est pas précautionneuse. La science est amorale. Elle n'a pas à regarder. Elle a à trouver. C'est son but. Elle a à comprendre d'abord de quoi est fait l'univers, comment il fonctionne, et à l'intérieur de cet univers, comment nous fonctionnons. C'est ça. Il faut laisser les chercheurs faire. Les chercheurs faire. C'est ensuite, quand on en revient au début de notre séance, c'est ensuite que fait-on des dérivés techniques applicables à partir des progrès scientifiques. Il y a des progrès scientifiques qui peuvent être des désastres technologiques lorsqu'ils sont mis à disposition. Donc c'est là-dessus qu'il faudra réfléchir tous ensemble. Moi, je n'ai pas la clé. Je ne suis vraiment pas le pape, l'apôtre ou autre. Je dis simplement que nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Et je voudrais juste revenir à un tout petit point. Quand vous parliez de la volonté, c'est là où je suis optimiste. Si vous regardez, l'homme s'est fait toujours à partir de quelques-unes ou quelques-uns qui ont dit non et qui ont bouleversé la vision que nous avions du monde et qui ont emballé les autres. On peut les citer, ça peut être Jésus, ça peut être Mandela, on peut vous prendre un tas de noms de personnalités qui se sont levées un jour. Et c'est ça notre humanité. C'est je refuse l'état dans lequel on me met, je refuse l'état dans lequel je suis et je propose autre chose. Pour moi, c'est vraiment la clé. On est à ce tournant-là et je suis très content que ces technologies nous obligent à revoir qui nous sommes. C'est merveilleux parce qu'on vivait sur des acquis qui risquaient de nous entraîner dans une espèce de mollasserie et une décrépitude aggravée, sans même avoir d'Alzheimer. Donc, moi, je milite beaucoup pour cette conférence que la France pourrait s'honorer d'organiser, compte tenu de la qualité, notamment de ces ingénieurs, de ces informaticiens qui est remarquable. Et bravo à eux. Moi, je les appelle et je travaille avec eux et je suis tout content, très heureux. Mais regardons jusqu'où nous irons pas trop loin. Il ne s'agit pas d'interdire, de baliser de façon trop serrée. Il s'agit de comprendre ce que nous allons faire de ces nouveaux outils qui sont à notre disposition et qui pourraient effectivement menacer une partie d'entre nous. Merci. Donc, troisième série de questions. C'est fort intéressant et je passe un très bon après-midi. Merci pour les exposés que vous faites. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le petit nord-coréen qui pourrait s'exciter comme des fanatiques. Moi, j'ai l'impression que tant que ça reste entre des gens civilisés, intelligents, cette technologie-là, on pourrait s'en sortir. Si demain, en open source, ces fanatiques-là mettent la main et qu'ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, ils font une armée d'humanoïdes et viennent détruire le voisin d'à côté, ça serait vraiment dangereux. Ça durera peut-être qu'un temps, mais ça peut arriver. Moi, j'ai plutôt peur à ces gens-là. Oui, mais regardez, enfin, vous êtes déjà, et moi aussi, j'ai eu le drame de mettre ma date de naissance sur quelques sites. Qu'est-ce que je reçois aujourd'hui sur YouTube, sur Internet? Assurance pour obsèques, baignoire avec porte, fauteuil roulant et escalator d'appartement. Fuck, hein? Non mais il y a un moment où ça va, quoi. C'est ça. Ça, je ne le veux pas. Et c'est là où ma vie, mon intimité, ma personne est touchée par ça. Je veux dire, c'est terrible. Je refuse qu'on touche à mon intégrité. Je me battrai, j'irai me faire brûler. Giordano Bruno, là, sur la place de l'Opéra à Bordeaux, vous retenez ça, en 2025, je suis prêt à être brûlé. C'est ça qui est terrifiant. C'est donc quelques-uns qui vont vous manipuler de plus en plus, et c'est là où la société civile a à se lever en disant non, on comprend la science, on comprend les progrès, on les adopte parce qu'ils nous servent, mais parlez-nous d'amour, parlez-nous de fraternité. Quand on voit qu'on est en train de parler de ça et qu'on crève de faim dans la Corne de l'Afrique, mais moi ça me sidère.
J'ai fait beaucoup d'humanitaire. C'est effrayant de voir cette distorsion du monde qui s'accélère. Il y a bien 300 millions d'êtres humains qui sont sortis depuis 10 ans de la misère. Bravo, notamment en Asie. L'Afrique accélère aussi, mais on est encore à avoir des drames absolus comme on voit là, et on s'en fout. C'est terrifiant. Donc, ayons une prise de conscience globale de ce qu'est notre humanité. Et pour moi, l'humanité, c'est de la relation. C'est de l'amour et de la haine. Hein. C'est du partage et c'est de la prédation. C'est toujours le même rapport bénéfice-risque. Mais allons à ça et réunissons-nous pour arriver à convaincre les États de s'organiser, non pas pour légiférer de façon normative, c'est insupportable, mais pour déjà penser à ce qu'on pourra faire de ces outils qui sont à la fois merveilleux et dangereux. Autre question que j'avais vue tout à l'heure. Merci Bernard. Je suis avocat intéressé par le sujet, mais version laïque. C'est-à-dire que je mets de côté aussi la présence de Dieu. Je rebondis sur votre dernier mot alors que j'avais préparé autre chose. Légiférer, c'est insupportable. Regardez, je vais vous pousser dans vos retranchements et puis vous allez vous en sortir avec votre talent habituel. Pourquoi c'est insupportable? Vous dites, on interdit les anabolisants dans l'athlé. Il y a celui-là qui dit, ouais, non mais la créatine, les anglo-saxons disent que c'est bien, c'est moral, ça permet de se muscler plus vite, d'aller plus vite. Qu'est-ce qui tranche? Ça vous est insupportable? Ça s'appelle le droit. C'est-à-dire un ensemble de normes décidées démocratiquement, super mal foutues, ça enrichit les avocats, c'est pas grave, mais qui décident collectivement de mettre la limite. En fac, on peut se droguer. On a pris des amphètes pour passer nos examens, du Gronzan. Maintenant, c'est les boissons énergisantes. Mais vous avez dit, il y a un endroit où il ne faut pas aller, c'est en sport. Pas d'anabolisant. Donc celui qui s'est drogué et qui finalement a été suspendu 4 ans et a battu Usain Bolt, c'est par l'application de la loi que vous trouvez insupportable. Et pourtant, il la faut. Parce que c'est celle qui sépare le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire celle qui met des limites. Ne pensez-vous pas? Non, mais tout à fait. Non, mais attendez, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours... On va enfreindre la loi. La loi, elle est faite pour être enfreinte. Bon, bien sûr, c'est sa nature même. Et on sait très bien la contourner, que ce soit au point de vue financier, dans tous les domaines. Il y a toujours les petits malins qui savent mieux faire. Je suis d'accord avec vous. Il n'empêche qu'elle existe et qu'elle balise le chemin. Donc on se retrouve... Je ne suis pas du tout en opposition de penser, et vive les juristes, vive les avocats, et je suis très content, j'espère qu'on va pouvoir vous faire travailler. L'idée quand même, l'idée d'une COP21, c'était quand même l'idée d'une réflexion qui aboutisse à de la norme. Hein. Juste, c'est pas un combat de plaidoirie, en plus il se trouve que je le connais très bien, mon confrère. Non, quand je disais Dieu, je ne parlais pas pour moi. Votre approche tout à l'heure était de dire, nous, Européens, il se trouve que dans le monde, vous l'avez dit, on est 7,5 milliards. Et dans ces 7,5 milliards, il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus religieux que les Européens. Et ces gens-là, quand je disais guerre de civilisation, parce qu'ils accepteront peut-être pas ces concepts d'homme augmenté. Quand vous regardez la littérature fantastique et le cinéma de science-fiction, vous comprenez que souvent, il y a deux mondes qui finissent par s'opposer. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui acceptent les changements et la machine qui domine l'homme, etc., ou qui le subissent, et ceux qui se révoltent. Vous en avez parlé vous-même. Et c'est cette guerre de civilisation-là à laquelle je faisais référence. Oui, ben je comprends. Là, je vous suis. Non, mais d'accord, j'avais peut-être pas très bien compris. Comment? Non, pas du tout. Non, c'est moi qui ai mal compris. Vous voyez, j'ai besoin de quelques connexions neuronales supplémentaires pour mieux vous saisir. Il faut qu'on m'augmente, s'il vous plaît. Y a-t-il un ingénieur ici présent? La dernière question est pour celui ou celle qui se dit qu'en sortant de la salle, il regretterait vraiment de ne pas l'avoir posée. Très belle réactivité, oui. Oui, j'aimerais que vous alliez peut-être un peu plus loin sur les idées de comment on peut justement avancer dans cet humanisme, parce que vous êtes en train quand même de présenter... Parce que on a l'impression que d'un côté, il y a l'Europe et le reste du monde. On est des nains, ce sont des géants, ils ont des moyens. Enfin,
Donc, vous nous dites, en fait, pour rattraper ça, il faut que nous, on rentre dans la course par rapport à ça. Mais si on rentre aussi dans la course au niveau européen, il va y avoir des enjeux très forts aussi au niveau financier qui vont vouloir aller plus loin. Donc oui, il y a cette notion de COP 21 et de grande réflexion à voir. Mais de manière un petit peu plus concrète, j'ai quand même un peu du mal à comprendre comment cette... Je crois, et qu'Elon Musk est peut-être aussi dans cette logique-là, il se dit qu'il veut préserver l'humanisme, et de ce fait-là, il est intéressant de rentrer dans la course aussi avec son entreprise. Mais est-ce que vous avez un peu d'autres pistes sur ces sujets-là de réflexion, parce que on a l'impression que c'est une course folle qui... Non, mais j'aime bien ce que vous dites. Je n'ai pas la clé, je le répète. C'est quand on se retrouvera avec les Indiens, les Chinois et leur philosophie, leurs traditions qui sont absolument passionnantes. Eux qui ne connaissent pas notre médecine, enfin qui commencent à l'adapter, et nous qui commençons à s'intéresser à la leur. Quand je vous parlais des flux, par exemple, c'est vrai qu'on est sans doute fait de flux incroyables, qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui, tout d'un coup, à 500 km de là, ont le sentiment qu'il se passe quelque chose de dramatique, et c'est vrai. Ce n'est pas du baratin. Donc la science ne sait pas faire ça. Nous sommes beaucoup plus complexes que ce qu'on nous décrit. La science saucissonne malheureusement l'univers pour essayer de regarder les tronches à l'intérieur. Mais quand on a saucissonné le saucisson, c'est plus le même. On n'arrive pas à le reconstruire. Donc la science, à chaque fois qu'elle trouve quelque chose, nous pose encore plus de questions. Et on voit bien les physiciens là, totalement paumés quant à la relativité générale et à la physique quantique. Les deux n'arrivent pas à s'embrancher. Alors ils nous inventent des mondes incroyables. Mais donc, réunissons tout le monde. Et je rejoins en plus ce que disait monsieur sur la religion. Il faudra des religieux, il faudra de tout le monde. C'est là où on peut se retrouver en termes d'humanité. Il y a des moments où on est capable de se retrouver. Et je pense que ça va venir très très vite. C'est essentiel. Avec des différences, avec des batailles, des concepts qui ne sont pas les mêmes. Il y a sans doute quelques points intangibles que l'on arrivera à extraire de ces discussions de façon à, non pas nous dire où il faut aller, mais en gros, baliser un peu un chemin, tout en sachant que ce chemin fait comme ça. Je ne veux pas d'étoiles polaires en me disant on ira au paradis. Nous irons tous au paradis. C'était, comment s'appelait-il qui chantait ça? Paul Naref, voilà, je ne suis pas Paul Naref. Mais je pense qu'on doit réfléchir, comme on le fait aujourd'hui ensemble. C'est des discussions que vous avez, ce n'est pas des questions, c'est des réactions qui sont très passionnantes. Donc c'est ça une conférence of parties, pas plus. Mais c'est déjà énorme dans la prise de conscience humaine. Alors pour respecter nos merveilleux organisateurs de l'APM, nous allons lever la séance au milieu de toutes vos frustrations. Et je voudrais que vous remerciez spécialement le professeur Valencien de la facilité avec laquelle il s'est plié à la règle de l'APM du débat contradictoire, alors que c'est son premier contact avec notre association. Mille merci.